Saviez-vous que la vie, telle que nous la connaissons, non seulement survit, mais prospère dans certains des endroits les plus inhospitaliers et extrêmes de notre planète, défiant toute logique et toute compréhension? Notre planète, la Terre, abrite une diversité biologique étonnante, non seulement dans ses forêts tropicales ou ses vastes océans de surface, mais dans des recoins qui, à première vue, sembleraient complètement stériles et inhabitables. Ce sont des environnements où la lumière du soleil est inexistante, où les températures atteignent des limites mortelles, où la pression est écrasante, où la chimie est corrosive. Cependant, la persistance de la vie dans ces confins est un témoignage éclatant de son incroyable capacité d'adaptation et de résilience. Découvrir où et comment la vie parvient à s'épanouir dans de telles conditions extrêmes non seulement élargit notre compréhension de la biologie, mais nous invite également à repenser ce que signifie être en vie et où la vie pourrait exister ailleurs dans l'univers. C'est un voyage fascinant aux limites du possible, un parcours à travers des scénarios que la science, il y a seulement quelques décennies, aurait considérés comme de la fantaisie. L'un de ces domaines étonnants est celui des évents hydrothermaux des profondeurs océaniques. Imaginez un monde sans lumière solaire, à des milliers de mètres sous la surface, où la pression est équivalente à celle de 50 avions jumbo empilés sur une pièce de monnaie. Là, dans l'obscurité perpétuelle de l'océan profond, l'eau de mer s'infiltre à travers les fissures de la croûte terrestre. Elle est chauffée à des températures dépassant les 400 degrés Celsius par le magma sous-jacent, puis est expulsée de nouveau vers l'océan par des cheminées volcaniques sous-marines chargées de produits chimiques toxiques tels que le sulfure d'hydrogène, le méthane et les métaux lourds. Ce qui se passe dans ces cheminées est une merveille biologique. Ici, la vie ne dépend pas de la photosynthèse, l'énergie du soleil, mais d'un processus appelé chimiosynthèse. Des bactéries et des archées spécialisées utilisent les composés chimiques dissous dans l'eau chaude, comme le sulfure d'hydrogène, comme source d'énergie pour produire de la matière organique, formant la base d'une chaîne alimentaire entièrement indépendante de la surface. Autour de ces cheminées, des écosystèmes entiers denses et vibrants fleurissent avec des espèces uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs. On peut y voir des vers tubicoles géants, certains atteignant des longueurs de plus de 2 mètres, sans bouche ni système digestif, qui abritent des bactéries symbiotiques en leur sein, lesquelles effectuent la chimiosynthèse et leur fournissent des nutriments. Il y a aussi des crabes aveugles, des crevettes sans yeux, des palourdes géantes et des poulpes transparents. Un exemple notable est le champ hydrothermal de la dorsale du Pacifique Est, découvert en 1977. Depuis lors, des milliers de ces sources hydrothermales ont été découvertes dans tous les bassins océaniques du monde, révélant une biodiversité insoupçonnée dans ce qui il était considéré comme l'environnement le plus désolé de la Terre. En approfondissant notre compréhension de notre propre planète, nous découvrons que la vie s'étend jusqu'aux profondeurs de la croûte terrestre, dans le sous-sol continental. Loin de la lumière du soleil et de l'oxygène atmosphérique, à des milliers de mètres sous la surface, la biosphère souterraine est un écosystème vaste et complexe, largement inexploré. Des mines d'or en Afrique du Sud, comme la mine de Mponeng, qui atteint des profondeurs de près de 4 km, et des forages scientifiques dans diverses parties du monde ont révélé l'existence de communautés microbiennes robustes. Ces organismes, principalement des bactéries et des archées, survivent dans l'obscurité totale et avec des nutriments minimaux, tirant souvent leur énergie de réactions chimiques avec les roches environnantes et les fluides géologiques. Un exemple fascinant est Candidatus desulforudis audax viator, une bactérie découverte dans la mine d'or de Mponeng à une profondeur de 2800 mètres qui vit de manière complètement indépendante de l'énergie solaire ou de la matière organique de surface. Elle tire son énergie de la désintégration radioactive de l'uranium dans l'eau, un processus connu sous le nom de radiolyse, qui produit de l'hydrogène et des sulfates. C'est un écosystème autosuffisant, une capsule temporelle biologique. La biomasse microbienne du sous-sol terrestre profond est estimée comparable, voire supérieure à la biomasse de toute la vie en surface. Ces micro-organismes sont des extrémophiles, adaptés à la haute pression, aux températures élevées qui peuvent dépasser 60 degrés Celsius et à la rareté de l'espace et des nutriments. Leur étude nous offre une perspective cruciale sur la façon dont la vie aurait pu émerger sur la Terre primitive, avant l'atmosphère riche en oxygène et la photosynthèse, et aussi sur la façon dont la vie pourrait se maintenir sur des corps célestes avec activité géologique loin de toute surface.
Plongeons maintenant dans un défi chimique extrême, les lacs et étangs hypersalins, où la concentration de sel est si élevée qu'elle dépasse de loin celle de l'eau de mer. Des lieux comme la mer Morte entre la Jordanie et Israël ou le Grand Lac Salé en Utah aux États-Unis sont mondialement connus pour leur salinité extrême qui empêche la vie de la plupart des organismes. La mer Morte, avec une salinité d'environ 34%, presque 10 fois celle de l'océan, est un environnement où il est impossible de s'immerger en raison de l'extrême flottabilité et où seuls quelques courageux micro-organismes peuvent subsister. Ces organismes sont connus sous le nom d'halophiles ou amoureux du sel. Ils comprennent des bactéries, des archées et certains types d'algues qui ont développé des stratégies moléculaires extraordinaires pour éviter la déshydratation et la précipitation de leurs protéines dans des environnements à haute salinité. Par exemple, ils accumulent des solutés compatibles à l'intérieur de leurs cellules, comme le glycérol ou la bétaïne, qui équilibrent la pression osmotique avec l'extérieur et protègent leur structure cellulaire. Ou, comme dans le cas de l'archet Halobacterium salinarum, ils possèdent des pompes à sel dans leur membrane qui expulsent l'excédion. Certaines de ces algues, comme Dunaliella salina, peuvent teinter les eaux d'une couleur rouge intense en raison de la production de caroténoïdes, des pigments qui les protègent du rayonnement solaire et qui sont utilisés commercialement comme complément. La recherche sur les halophiles nous aide non seulement à comprendre la biochimie de l'adaptation à la salinité, mais elle a également des applications en biotechnologie, par exemple dans la production d'enzymes stables au sel ou dans la biorestauration des sols salinisés. Ces écosystèmes, bien qu'ils puissent paraître désolés, sont en réalité des réservoirs de vie spécialisés et une preuve supplémentaire de la capacité des organismes à prospérer là où les conditions sont apparemment insurmontables. Le point suivant de notre voyage nous mène aux profondeurs de l'acidité et de la toxicité, les lacs et rivières volcaniques ou miniers extrêmement acides. Dans ces lieux, le pH peut chuter à des valeurs proches de 0, aussi acide que l'acide d'une batterie de voiture, et l'eau peut être saturée de métaux lourds comme le fer, le cuivre et l'arsenic. Le Rio Tinto en Espagne est un exemple paradigmatique. Ces eaux présentent une couleur rougeâtre intense due à la forte concentration de fer dissous et un pH qui oscille entre 2 et 3 avec des fluctuations significatives. Son acidité extrême est due à la fois à l'oxydation de minéraux sulfurés par des bactéries et des archées chimiolithotrophes dans les mines environnantes et à des processus géothermiques naturels. Malgré ces conditions hostiles, le Rio Tinto abrite une incroyable diversité de micro-organismes acidophiles, amateurs d'acide, qui métabolisent le fer et le soufre. Ces microbes non seulement tolèrent l'acidité extrême, mais la nécessitent pour leur métabolisme. Ils ont développé des mécanismes uniques pour maintenir un pH interne neutre, ce qui est vital pour la fonction de leurs enzymes et l'intégrité de leurs membranes cellulaires. Par exemple, certaines bactéries pompent activement des protons hors de leurs cellules ou ont des membranes cellulaires avec une composition lipidique inhabituelle qui les rend imperméables aux ions hydrogène. L'astrobiologie s'intéresse profondément au Rio Tinto car ces conditions chimiques ressemblent à celles que l'on croit avoir existé sur Mars primitive ou à celles qui pourraient être trouvées dans des environnements souterrains de planètes et de lunes avec activité volcanique. Étudier la vie dans ces environnements terrestres nous donne des indices sur la façon dont la vie pourrait naître et persister dans des conditions extraterrestres qui, à première vue, sembleraient impossibles à l'existence biologique. Les radiations ionisantes, qui sont létales pour la plupart des êtres vivants, marquent une autre limite que la vie a réussi à transcender. Nous nous référons aux ondes de forte radiation, comme les ondes contaminées par des accidents nucléaires ou les déchets radioactifs. Après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, une vaste zone autour de la centrale nucléaire est devenue une zone d'exclusion inhabitable pour les humains et la plupart de la vie animale et végétale. Cependant, la nature est résiliente. Dans les réacteurs détruits et les matériaux hautement radioactifs, des champignons radiotrophes comme le Cladosporium sphaerospermum ont été découverts. Non seulement ils survivent aux radiations, mais ils semblent y prospérer, allant même jusqu'à croître vers la source de radiation. Ces champignons contiennent de la mélanine, un pigment qui chez l'homme protège contre les radiations ultraviolettes, mais chez ces champignons, on pense qu'elle peut convertir les rayons gamma en énergie chimique, un processus analogue à la photosynthèse. Bien que le mécanisme exact de la façon dont la mélanine permet ce processus de radiosynthèse soit encore à l'étude, les preuves suggèrent que les radiations ionisantes peuvent être une source d'énergie pour ces organismes.
En plus des champignons, des bactéries extrémophiles radiorésistantes, comme Deinococcus radiodurans, ont été trouvées, capables de réparer leur ADN endommagé par les radiations avec une efficacité étonnante, jusqu'à 3000 G, une dose de radiation qui serait létale pour tout autre organisme connu. Ces découvertes ont des implications significatives pour la gestion des déchets nucléaires, car ces organismes pourraient être utilisés dans des processus de biorémédiation pour nettoyer des sites contaminés ou pour développer des biocapteurs. Elles nous montrent que même dans les scénarios les plus catastrophiques créés par l'être humain, la vie trouve un chemin, s'adaptant aux forces les plus destructrices et les transformant en opportunités de survie. En remontant à l'inverse, nous atteignons un lieu où l'air est extrêmement raréfié et le rayonnement solaire intense, l'atmosphère supérieure, spécifiquement dans la troposphère et la basse stratosphère. À des altitudes allant jusqu'à 40 km au-dessous de la surface terrestre, les conditions sont extrêmement hostiles. La température est glaciale, la pression atmosphérique est une fraction minimale de celle que nous expérimentons au niveau de la mer et le rayonnement ultraviolet et cosmique est beaucoup plus puissant. Cependant, des études utilisant des ballons de haute altitude et des avions de recherche ont révélé que l'atmosphère n'est pas vide de vie. Des échantillons ont été prélevés contenant une diversité surprenante de bactéries, de champignons et de virus. Ces micro-organismes sont transportés à ces hauteurs par des courants d'air, des tempêtes ou même des activités humaines et parviennent à survivre grâce à diverses adaptations. Certains forment des spores résistantes qui peuvent supporter la déshydratation et le rayonnement, entrant dans un état de latence jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. D'autres peuvent avoir des mécanismes de protection contre le rayonnement similaires à ceux trouvés chez les organismes radiorésistants. On estime que des millions de bactéries, de virus et de spores de champignons se trouvent dans chaque mètre cube d'air à ces altitudes. Bien que beaucoup d'entre eux ne soient que des passagers à la dérive, les preuves suggèrent que certains pourraient être métaboliquement actifs et capables de réaliser des processus biologiques même dans ces conditions extrêmes. Cette découverte a des implications non seulement pour notre compréhension de la dispersion microbienne globale, mais aussi pour le cycle des nutriments dans l'atmosphère et la formation des nuages, car certains microbes peuvent agir comme noyaux de condensation ou de glace, influençant ainsi le climat terrestre. C'est un rappel que la vie colonise même les recoins les plus vastes et apparemment vides de notre planète, flottant invisibles à nos yeux dans l'immense ciel. En revenant au froid, la 9e place nous mène au cœur des masses de glace polaires et des glaciers, où la vie s'accroche au sein de matrices de glace apparemment solides. Les calottes polaires de l'Antarctique et de l'Arctique, ainsi que les glaciers alpins, contiennent de vastes quantités d'eau gelée. À première vue, la glace semble un environnement inerte, mais les recherches ont montré qu'il n'en est rien. À l'intérieur des carottes de glace forées, à des centaines et des milliers de mètres de profondeur, les scientifiques ont découvert des micro-organismes viables, principalement des bactéries et des archées qui ont été piégés et dans un état d'animation suspendu pendant des milliers voire des millions d'années. Ces organismes sont connus sous le nom de psychrophiles ou cryophiles, ce qui signifie amoureux du froid. Ils ont développé des adaptations surprenantes pour survivre à des températures inférieures à zéro, où l'eau est majoritairement gelée et les nutriments sont extrêmement rares. Leurs enzymes sont conçues pour fonctionner efficacement à basse température, et leurs membranes cellulaires contiennent des lipides spéciaux qui les maintiennent fluides et fonctionnels dans le froid. Certains produisent des protéines antigels qui empêchent la formation de cristaux de glace nocifs à l'intérieur de leurs cellules. Lorsqu'ils sont décongelés avec soin en laboratoire, beaucoup de ces micro-organismes revivent et commencent à métaboliser et à se reproduire. La glace n'est pas un piège mortel, c'est un refuge gelé, une archive vivante de la vie passée et une couveuse de la vie présente. La présence de ces formes de vie dans la glace est cruciale pour comprendre la biogéochimie des régions polaires et le rôle des micro-organismes dans le cycle global du carbone. De plus, ces découvertes ont une grande pertinence pour l'astrobiologie, car la vie dans la glace fournit un modèle pour l'existence possible de vie sur des corps glacés de notre système solaire. Tels que les pôles de Mars ou les lunes glacées. Finalement, notre 10e et dernière destination nous plonge dans les sources géothermiques bouillonnantes et fumantes, telles que celle du parc national de Yellowstone aux États-Unis. Ici, l'eau chauffée par la chaleur volcanique souterraine émerge à la surface sous forme de geysers, de mares de boue bouillonnantes et de piscines thermales colorées. Les températures dans ces sources peuvent dépasser le point d'ébullition de l'eau au niveau de la mer, atteignant plus de 100 degrés Celsius. Le pH de ces eaux peut varier drastiquement, de très acide à très alcalin, et elles sont saturées de minéraux et de composés chimiques, certains d'entre eux toxiques, comme le soufre, l'arsenic et le dioxyde de carbone.
Malgré ces conditions extrêmes, ces environnements sont un terreau fertile pour une diversité de micro-organismes appelés thermophiles et hyperthermophiles, qui aiment la chaleur extrême. Les couches microbiennes colorées qui teintent les piscines de Yellowstone, avec des nuances allant du jaune à l'orange, au brun et au vert, sont le résultat de la prolifération de diverses espèces de bactéries et d'archées, chacune adaptée à une gamme spécifique de température et de composition chimique. Par exemple, dans les eaux les plus chaudes, on trouve des archées comme Pyrococcus furiosus, qui prospèrent à des températures supérieures à 100 degrés Celsius. Leurs protéines et leur ADN sont intrinsèquement adaptés pour maintenir leur stabilité et leur fonctionnalité à ces températures qui dénaturaient toute biomolécule d'un organisme normal. La recherche sur ces thermophiles a été fondamentale pour le développement de la biotechnologie. Un exemple notable est l'enzyme Taq polymérase, isolée de la bactérie Thermus aquaticus, trouvée dans l'une des sources de Yellowstone. Cette enzyme est thermostable et est un composant essentiel de la réaction en chaîne par polymérase, ou PCR, une technique de laboratoire qui a révolutionné la biologie moléculaire en permettant d'amplifier de petites quantités d'ADN. Sans cette enzyme, de nombreuses avancées en génétique, en médecine légale et en diagnostic médical n'auraient tout simplement pas été possibles. Ces sources géothermiques ne sont pas seulement des paysages d'une beauté surnaturelle, mais aussi des laboratoires naturels qui nous révèlent les secrets de la vie dans ses formes les plus résistantes et ses applications les plus transformatrices. Nous avons voyagé à travers les recoins les plus implacables de la Terre, des profondeurs abyssales à l'atmosphère supérieure, en passant par des déserts brûlants, des lacs salins, des eaux acides et le cœur de masses de glace millénaires. Dans chacun de ces lieux, la vie a trouvé un chemin, une manière non seulement de survivre, mais de prospérer, s'adaptant avec une ténacité qui nous étonne et nous inspire. Ces histoires de vie extrême ne sont pas seulement des curiosités scientifiques, elles sont une fenêtre sur les limites de la biologie, sur la possibilité de vie au-delà de notre planète et sur un avenir de découvertes biotechnologiques qui peuvent transformer notre existence. La Terre est un laboratoire vivant, une démonstration constante que la vie est un phénomène persistant qui défie et redéfinit constamment ce que nous pensions possible. Si ce voyage aux confins de la résilience biologique a attisé votre curiosité et vous a fait réfléchir sur l'incroyable ténacité de la vie, nous vous invitons à rejoindre la communauté des explorateurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de futures expéditions aux mystères de notre monde, laissez un j'aime si vous avez trouvé ce parcours fascinant, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'eux aussi découvrent ces lieux étonnants et laissez-nous un commentaire en disant lequel de ces sites vous a semblé le plus surprenant. Votre soutien est le moteur qui propulse chacune de nos explorations.